Kweh, bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'expédition des Premières Nations 2024 est à mi-chemin de son périple ardu qui s'achèvera sur le site Meshkenou à Saint-Tite-des-Caps ce samedi. Cette deuxième édition est plus festive et il comprend diverses activités visant à unir les différentes nations. Maricela Amador nous raconte. Sérénité, tranquillité, beauté naturelle sont autant d'aspects de cette expérience marquante. J'ai la main engourdie, mal au coude, j'ai de la misère comme à contrôler mes mouvements. Là. Mais elle n'est pas sans difficultés et défis. Des kilomètres et des kilomètres comme ça, là, comme aujourd'hui, là, le sentier était tellement beau. C'est une ancienne traque de chemin de fer, là. C'était droit, là. Fait que j'étais endormant, là. C'est ce que j'ai trouvé ça dur. Poirier fait partie des 50 autres participants, autochtones et non autochtones. C'est la première fois qu'elle participe à l'expédition. Selon elle, le voyage est une question d'endurance et de travail d'équipe. Un coup de main à la gang qu'on est. En effet, les blessures, les accidents et les problèmes mécaniques sont fréquents. Après avoir quitté les Belles sur Quévillon, Bruno Ouellette en a fait l'expérience lorsque sa motoneige s'est arrêtée en plein milieu de la piste. C'est de la mécanique, même si c'est une 2024 flambant neuve. Il y a eu un petit problème. D'après les autres motoneigistes qui connaissent ça un peu plus que moi, ces modèles-là, ils disent que c'est la pompe à gaz qui serait défectueuse. Donc, ils ont rapatrié ma motoneige chez le concessionnaire. Heureusement pour Ouellette, sa femme fait également partie de l'expédition. Il a donc roulé avec elle jusqu'à qu'ils atteignent Picogan. On met de l'essence. Oh! Ça va bien, mais quand c'est plein, c'est plein. L'expédition se déplace avec une équipe paramédicale en permanence et un hélicoptère en attente en cas d'urgence majeure. Les journées sont longues et la fatigue s'installe très rapidement. C'est des grandes journées que le manque de sommeil, des fois, ça finit tard. On finit, on se couche à 10-11 heures, on couche des matelas gonflables dans des gymnases. Tu dors pas. On est 60, là, tous dans la même pièce, là. Fait qu'il y en a peut-être un ou deux qui ronflent. Moi, quand je suis descendu, là, il restait 3 personnes. Il y avait moi, Julien, puis la titre. C'est tout ce que j'ai vu. Lors de l'étape vers Picogan, Florian Dubé s'est séparé de l'équipe. J'ai arrêté là. Il y a pas longtemps après, il y a la police qui arrive, la SQ. Là. Et là, je demande à la SQ, je dis, avez-vous vu mon groupe? Je dis, non, t'es le seul. Là, je dis, je vais faire chicaner, oui. Dubé a donc fini par attendre sur une aire de repos avec la Sûreté du Québec jusqu'à ce qu'il retrouve le reste de l'équipe. Et ils sont répartis. Cette expédition est aussi pour la guérison à travers la réconciliation. Annick Wild, policière de Picogan et participante pour la première fois à l'expédition, a ouvert la voie en entrant dans sa ville natale. Le premier arrêt de l'expédition a été la maison de Cindy Rupert House. La dernière fois qu'on a vu Cindy, moi, c'était en juillet. Une femme de 44 ans qui a disparu en 2014, laissant sa famille dévastée. Wild était une amie d'enfance de Rupert House. Les skidos, là, tout ça, la randonnée, c'est grâce à eux autres que l'histoire se promène. Puis c'est connu à travers du Canada. L'expédition des Premières Nations est actuellement à Témiscamingue. Ils partiront demain pour Fort Coulonge. Je le fais pour le groupe, la cause et tout. C'est une belle gang qui s'amuse, puis un beau temps d'arrêt là, dans nos vies qui va super vite. À la fin, ils auront parcouru plus de 3200 km. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Picogan. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Une déclaration des chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador affirmant leurs droits ancestraux issus de traités. Une déclaration qui a été remise en 2021 au gouvernement du Québec et qui n'a pas été considérée par celui-ci. Alors que le Québec fait la promotion du développement économique et du partage des territoires avec les communautés autochtones au Québec. Voici ce que j'ai préparé pour vous.
Je suis réaliste, là. On ne signera pas d'entente ici, tout le monde ensemble, autour de la table. C'est nation par nation, communauté par communauté, qu'on est capable d'arriver concrètement à des ententes. Le 26 novembre 2021, le premier ministre du Québec, François Legault, au Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec à Montréal. Il a fait un discours de 32 minutes devant une assemblée de chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador, des mairies de municipalités ainsi que des entrepreneurs autochtones et allochtones. Mais quelques jours avant sa venue, le 22 novembre 2021, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador envoie une correspondance au premier ministre, accompagnée d'une déclaration des chefs de l'APNQL portant sur les territoires et les ressources naturelles, adoptée le 16 novembre 2021 par l'Assemblée des chefs de l'APNQL. Puis, le 20 janvier 2022, Lance Hammond, chef intérimaire à l'époque, écrit une autre correspondance au premier ministre François Legault pour une mise en garde concernant la tenue d'un sommet québécois sur l'aménagement du territoire, qui aura lieu 7 jours plus tard. Hammond rappelle au premier ministre qu'aucun suivi n'a été fait concernant la déclaration des chefs. Il ajoute: toute question reliée au territoire occupé par la province de Québec, à ses ressources et à son aménagement, doit prendre en compte l'ensemble des droits, y compris les titres aborigènes de toutes les Premières Nations sur les territoires qui n'ont jamais été cédés et qui sont présentement occupés par le gouvernement de la province de Québec. APTN a fait une demande d'accès à l'information pour vérifier les propos du chef intérimaire, à savoir si le gouvernement du Québec avait traité cette déclaration auprès de son conseil exécutif. Les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n'ont pas permis de trouver de documents visés par votre demande. Selon le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard explique que les chefs ont adopté cette déclaration à l'époque en sachant d'avance le sort que cette déclaration aurait auprès du gouvernement du Québec. Je pense que la meilleure réponse qu'on puisse avoir de leur part, c'est que oui, on est conscient, oui, on discute avec les communautés. Mais lorsqu'on avance un message qui est collectif pour l'ensemble, c'est là que le gouvernement du Québec finit toujours par nous contourner. En février 2022, APTN a fait une autre demande d'accès à l'information similaire à la première auprès du secrétariat aux affaires autochtones, appelé maintenant Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, pour apprendre que 5 versions d'un projet de lettre ont été rédigées pendant plusieurs jours et par plusieurs personnes, afin de répondre au chef intérimaire Lance Hammond. Cette réponse a été envoyée par le ministre responsable aux Affaires autochtones, Yann Lafrenière, le 11 mars 2022. Ghislain Picard n'est pas étonné du traitement que cette déclaration a eu de la part du gouvernement du Québec. Le cœur de l'absence d'un dialogue qui soit constructif et surtout à la satisfaction des Premières Nations. C'est vraiment le secteur dans lequel le gouvernement du Québec n'est pas du tout intéressé à aller, parce que territoire égale pouvoir, hein? Territoire égale autorité. Picard rappelle que lors de la dernière élection, François Legault et Yann Lafrenière ont confirmé leur intention de signer le futur traité Pédaben, tel que proposé par les communautés d'Essipit, de Mashtuyats et de Nutashquan. Il précise qu'en décembre 2023, aucune entente ni traité n'est signé et aucun échéancier n'est présenté aux 3 chefs. Il n'y a pas de meilleure démonstration là, que tout ce qui touche le territoire et tout ce qui touche des règles qui viendraient un peu baliser là, la relation politique entre, dans ce cas-ci, 3 communautés et le gouvernement du Québec. On remet ça à plus loin. Donc, c'est la stratégie de toujours repousser à plus tard ces grandes questions. En 2017, lors des audiences publiques de la Commission Vient sur les relations entre les Autochtones et certains services publics,
L'anthropologue Serge Bouchard a fait une présentation sur le contexte généro-historique et politique de l'ensemble de la question autochtone. Il affirme que lors de la création du Canada, c'est des êtres humains qui étaient assis autour d'une table communément appelée les Pères de la Confédération. Il ajoute qu'à l'époque, les Pères de la Confédération font le partage des juridictions entre le fédéral et les provinces. C'est un truc assez vicieux qui s'est passé en 1867, qui allait plomber toutes nos relations avec les Premières Nations à jamais. C'est qu'on dit que les Indiens sont fédéraux, mais la nature va être provinciale. Alors, c'est pas possible, là. Tu viens de t'acheter du trouble pour 150 ans. Le premier ministre François Legault a refusé les demandes d'entrevue d'APTN. Mais dans un courriel, le cabinet du premier ministre répond que les relations avec les Premières Nations et les Inuits sont l'affaire de l'ensemble du gouvernement et qu'il est important de souligner que plusieurs ententes de nation à nation ont été signées dans les 2 dernières années, dont 3 par le premier ministre lui-même. Le ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Après la pause, le conflit entre la nation Innu du Labrador et les Inuits du Conseil communautaire du Nunavut à l'Université Dalhousie à Halifax. Soyez là. Bienvenue. La semaine dernière, la journaliste autochtone Randy Morin a quitté le quartier général du service de police d'Edmonton après qu'on lui a demandé de prendre ses empreintes. Brandy Morin s'est adressée aux médias à l'extérieur du poste de police en compagnie de son avocat pour discuter de sa 10e arrestation le 10 janvier dernier pour obstruction d'un agent de police. Elle œuvrait alors comme journaliste indépendante sur les lieux d'un campement de sans-abri qui a été démantelé par la police d'Edmonton. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à 2 ans de prison. Plusieurs organismes ont demandé le retrait des accusations contre Brandy Morin, alléguant qu'il faut permettre aux journalistes de couvrir les nouvelles d'intérêt public. Sa première comparution devant le tribunal est prévue en février. I feel like my rights have been violated in this. It's been a horrible time. Like, I always knew that there was risk of arrest because of the type of stories that I cover, but until it happens to you, you don't understand the emotional and psychological impact that it has on you. And I think that it is a tactic that they use to send that message, to impede, to insult, discredit, and to intimidate the media. Les établissements postsecondaires ont un problème sur les bras. Des personnes prétendent être autochtones pour obtenir des emplois ou des bourses d'études. L'Université de Dalhousie à Halifax essaie de remédier à cette situation. Elle propose d'instaurer un processus de vérification de l'identité autochtone, mais 2 professeurs de droit Mi'kmaq l'ont critiqué. Ce qui, en retour, comme l'explique Angel Moore, a provoqué des réactions négatives de la part de la nation Innu du Labrador. It's been a lot of, we faced backlash and, for this, so it's not been easy. Naomi Metalik parle des critiques de la nation Innu, après qu'elle et sa collègue Cheryl Simon ont questionné l'Université Dalhousie sur son approche à l'égard de la fraude d'identité. But we did it out of 100% just complete concern about our university adopting this kind of approach and the harm it was doing to people. L'automne dernier, l'Université Dalhousie a publié un rapport intitulé Understanding Our Roots. Les recommandations vérifient l'identité autochtone, notamment les cartes de statut des Premières Nations reconnues par le gouvernement fédéral. De plus, les candidats sans statut doivent fournir la confirmation écrite de l'appartenance à une bande ou à un conseil tribal reconnu par le gouvernement fédéral. Naomi Metalik interprète cela comme le fait que les Premières Nations ont le pouvoir de déterminer si les personnes non inscrites peuvent revendiquer l'indigénité. It is more sort of structured. It's a status card, and if not a status card, then membership in a formal community. And so, at least as how I read it, I don't see lots of sort of opportunities beyond those sort of things. Metalik et Simon ont co-rédigé une analyse des 75 pages sur le plan juridique
et des droits de la personne des recommandations proposées par l'Université Dalhousie. Elles ont soutenu que les recommandations pourraient exclure un groupe comme le Conseil communautaire du Nunavut, dont les membres ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement fédéral. And so we say, look to a bunch of different factors. Look at what's going on in the courts. We do cite cases, and those can be independently verified, and people can go then look at them and then say, well, if that's been overruled, they can say so publicly. But we did, to our knowledge, cite the cases that we believe speak to NCC having a credible claim to Indigenous identity under Section 35. Le grand chef de la nation Innu, Simon Pokwe, pour lui dire que le Conseil communautaire du Nunavut avait une revendication crédible à l'égard d'identités autochtones. Une copie de cette lettre a été envoyée au président de 15 autres universités. APTN a obtenu une copie de la lettre dans laquelle le chef Pokwe a écrit ce qui suit. Il est décourageant de voir que les revendications du Conseil communautaire du Nunavut reçoivent une légitimité alors que les préoccupations des Inuits et de tous les Inuits au Canada sont rejetées du revers de la main. Ces questions doivent être abordées avec réflexion et intégrité. Les auteurs ne respectent pas cette norme en omettant de divulguer leurs conflits d'intérêts et en faisant la promotion de fausses affirmations du Conseil communautaire du Nunavut, comme étant la vérité tout en ignorant les Inuits et les Inuits. Le conflit d'intérêts allégué tient de la relation entre Metallic et Simon avec le cabinet d'avocats d'Halifax, Birchall, Wickwire et Bryson. Ce cabinet d'avocats représente le Conseil communautaire du Nunavut. Naomi Metallic pratique le droit chez Birchall. We did it as academics. Yes, I have an association with Birchall's, but I've never represented the NCC. I have knowledge about NCC's claims because of my association with Birchall's and other work. I also have knowledge about all kinds of Indigenous groups throughout Canada because of the work that I've done. Le mari de Cheryl Simon est un avocat au cabinet Birchall. Il a été conseiller juridique du Conseil communautaire du Nunavut en novembre dernier devant un comité sénatorial permanent à Ottawa. My husband is a lawyer, yes, but there are safeguards that keep his clients' interest and even his clients themselves. I actually don't even know all of the clients that he works for, nor can I. And so there is already professional safeguards that separate me, my work, my thinking from that of my husband. En fin de compte, ce n'est pas à l'Université Dalhousie de décider qui est autochtone ou non, a déclaré Patty Doyle Bedwell, une sénatrice de l'Université Dalhousie qui représente le Conseil consultatif autochtone. How do we make that decision? And if we believe, as Indigenous people, we have the right to determine who our own members are, then if the Inuit people and the Innu people don't believe that the NCC are not Inuit, then how do we square that? Malgré la controverse, Naomi Metallic espère que le groupe de travail examinera le rapport. I think there's a broader conversation within nations, and we hope that what we wrote can help those conversations. But most immediately, it's about DAL and DAL's human rights obligations to people who are coming here. En 2019, le gouvernement fédéral a signé un protocole d'entente avec le Conseil communautaire du Nunavut, afin de le reconnaître en tant qu'un groupe autochtone capable de détenir des droits en vertu de l'article 35, dans le but d'entamer des discussions sur la reconnaissance des droits et de l'autodétermination. Cependant, la nation Innu se bat actuellement contre cette reconnaissance devant la Cour fédérale. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Kejibuktuk. Au retour, une expérience qui change une vie selon une participante de l'Expédition des Premières Nations 2024. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, Maricela Amador est allée à la rencontre des motoneigistes de l'Expédition des Premières Nations 2024 à mi-parcours. Elle s'est entretenue avec Annick Wild, Anishinaabe de Picogan, qui est à sa première participation à cette expédition. Les voici. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, l'expédition va bien. Mon parcours va très bien jusqu'à présent. De Pessamit à Quévillon, tout va bien. On a eu des belles communautés qui nous ont reçus. On a eu des belles trails aussi. Fait que on a eu quelques pépins avec des bris mécaniques, mais tout est redevenu dans l'ordre. Moi, j'ai pas eu de pépins mécaniques, mais mes confrères ont eu des
des petits pépins. Quand il y a des petits problèmes, est-ce que tout le monde doit arrêter? Oui, tout le monde doit arrêter parce que tout le monde doit suivre le convoi. On est un convoi, on est plusieurs, on a beaucoup d'entraide. Fait que on a une équipe de soutien qui vient en aide en ce moment-là. Fait que quand il y a quelque chose qui se passe, bien, on arrête. Tout le monde arrête. Et puis, la plupart des chemins que vous prenez, c'est-tu des chemins pour des motoneiges? C'est-tu des chemins hors normal? Non, non, c'est pas du hors-piste. On est tous sur le sentier fédéré du Québec. Fait qu'on est tous des sentiers banalisés. C'est quoi, à date, le plus difficile pour vous? La partie qui a été plus difficile, c'était les Monts-Valin. Parce que le Mont-Valin, c'est beaucoup de côtes, beaucoup de courbes à aller, puis monter les côtes. Puis c'est cette partie-là que j'ai trouvé un petit peu difficile lors de mon passage. Puis c'est de s'adapter aussi avec tout le groupe. Fait qu'il ne faut pas retarder le groupe aussi, puis il ne faut pas ralentir le groupe non plus. Dites-moi, je suis aussi curieuse. Cette année, je pense que c'est votre première fois. Oui, c'est la première fois, mais l'année passée, j'étais dans le groupe de soutien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la température? C'est-tu hors comme saison, hors commun, trop chaud, trop froid? Oui, c'est hors commun parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige dans les sentiers. Je sais qu'il y a des places où on a passé. On était vraiment dans la gravelle. On n'avait pas beaucoup de neige, il y avait de la slush, il y avait du verglas. On a toutes vu les températures. Puis c'est hors commun, puis il y a des rivières qui ne sont pas gelées encore. C'est très doux, alors que ça devrait être très froid. On a eu seulement qu'un moment de match TVH à Chibougamau. Le matin, on a eu, je pense, un moins 21. Il faisait froid, mais après ça, on a eu du temps doux. Puis il faut enlever des couches quand il commence à faire trop chaud, puis nos machines commencent à chauffer. Il faut arrêter de faire refroidir les machines aussi. Vous avez avoir hâte de retourner à la maison, à voir tout le monde, même si vous continuez par après? Oui, j'ai hâte de voir ma famille, j'ai hâte de voir les amis, mes collègues de travail, mais aussi de voir tout l'accueil qu'on va avoir. Parce que c'est une fierté pour moi de recevoir toute l'expédition à la maison. C'est sûr, je peux imaginer. Dites-moi, c'est quoi que vous faites, vous, dans la vie? Moi, je suis policière depuis 36 ans. Je suis directrice de police à Picogan. Mais pourquoi que j'ai décidé de faire cette expédition-là, c'est pour la cause, premièrement pour la cause, les pensionnats, parce que moi, je suis une fille d'une survivante du pensionnat. Ma mère est allée au pensionnat. Et puis, pour la cause de Cindy Rupertaz. Cindy Rupertaz est disparue depuis 2014. Mais où il y a aussi le principe Joyce. La cause à Joyce aussi, c'était une femme aussi. Fait que la cause des femmes, moi, ça me tient à cœur aussi. Est-ce que vous sentez qu'à cause de ça, il y a une atmosphère différente entre vous? Comme est-ce qu'il y a plus de rapprochement? Y a-t-il de la camaraderie? Oui, il y a beaucoup de camaraderie. Il y a beaucoup d'Allochtones. Il y a beaucoup d'échanges. On partage beaucoup nos expériences. Nos histoires. Eux autres aussi, ils partagent leurs histoires, leurs connaissances, ce qu'ils vivent eux aussi. Puis ils trouvent ça très, très, très magnifique, ce qu'ils vivent présentement, puis l'accueil qu'ils reçoivent dans les communautés. C'est ce qu'ils trouvent vraiment génial. Je vous souhaite bonne chance sur cette route. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Merci, Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. Yamé Wenousi.